pour comprendre les enjeux économiques. L'économie en décryptage. L'analyse qui fait la une. L'économe, l'essentiel de l'économie en Eneco. Chers téléspectateurs, bien le bonsoir à vous. Vous regardez Al-Iqtisadi Al-Oula, votre chaîne économique, et c'est votre rendez-vous de la semaine, l'économe, l'émission qui retrace l'actualité de la semaine. Et l'actualité de cette semaine, c'est bien cette conférence africaine des startups qui s'est tenue ici à Alger, au Centre international des conférences, Abdellatif Rahal. Et pour parler justement des startups, on est en direct depuis Alger, je le disais. J'ai avec moi à ma droite Bams Bedga, start-upeuse à la tête d'une start-up au Cameroun. Et à ma gauche aussi Karim Brouri, le spécialiste des startups. Alors bien le bonsoir à vous. J'aimerais qu'on commence déjà avec la start-upeuse. Bams, je le disais, vous êtes à la tête d'une start-up. Vous êtes ici à Alger pour présenter justement votre entreprise et votre produit. Alors j'aimerais tout d'abord qu'on commence par votre start-up et puis on parlera de l'événement. Très bien. Merci de cette invitation. Vraiment honorée de ce premier séjour pour moi en Algérie. Vraiment très touchée parce que l'Algérie, dans l'histoire africaine, est un pays socle, phare. Et on l'oublie et on le dit peu souvent. Mais derrière toute industrie, tout business, il y a une idéologie. Et je sais que souvent on nous vend que les Google & Co ont commencé dans un garage, bla 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 bla. Et je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui parce que pour moi, l'Algérie, c'est le pays qui sous-tend cette idéologie d'autonomie, de souveraineté, qui est un pays liquide. Chose qui manque à l'Afrique subsaharienne. Et donc, quand on a les moyens de sa politique, en tant que start-upeuse, d'être présente à un tel événement, c'est une réelle opportunité de concrétiser, de capitaliser et vraiment de s'inscrire dans une vision qui porte le continent. C'était ma petite parenthèse. D'accord, en guise d'introduction. Ouais, parce que quand même... Et c'est votre première fois en Algérie, hein? Oui, et vous avez un ministre des startups, je ne sais pas si vous vous rendez compte, comme quoi il y a vraiment une idéologie, il y a vraiment une vision, parce que oui, le numérique est levier de croissance, et donc nous, notre startup African Puzzle est une solution de gestion de projet, une application mobile ultra simple qui va permettre aux entrepreneurs, notamment du secteur, comme on dit ici, non observé ou dit informel, voilà, qui va leur permettre de gérer leur business, de gérer leurs commandes, de suivre leur info client, suivre leur trésorerie mensuellement, leur catalogue. C'est vrai que c'est nouveau, hein. Généralement, c'est ceux qui travaillent dans ce secteur ont l'habitude de faire un calcul mental. Hein. Oui, et là, en fait, ils vont pouvoir, par des audios, donc dans leur langue, et des photos, gérer tout ça et donc se souvenir de tout sans avoir besoin de lire ou d'écrire. Ça paraît anodin comme ça, mais aujourd'hui on sait ça que grâce... une réelle solution. Oui, concrète. Et aujourd'hui on sait que grâce à notre application, aujourd'hui nos entrepreneurs vendent 30% en plus car ils sont plus efficaces, ils gagnent du temps et ils délivrent dans les temps précisément ce qui a été demandé. Alors vous existez, ça fait combien de temps maintenant ? Alors, la société a été créée en 2019. On opère dans 70 pays dans le monde, dont 35 en Afrique, dont l'Algérie. Ah, d'accord. D'où ma présence. Et voilà, et nous sommes une société panafricaine. Donc, vous avez débuté à Yaoundé, ensuite, c'était... Non, du tout. Moi, je suis née à Paris, je suis de la diaspora camerounaise française. Oui, la communauté établie à l'étranger, oui, du Cameroun. Voilà, et nous sommes une équipe d'Africains. Certains de nationalité africaine, d'autres comme moi de nationalité française. Et aujourd'hui, on change notre siège social pour Maurice ou l'Algérie.
Ah, d'accord. Et vous êtes, dernière question, et puis on va parler de l'événement, vous êtes combien à avoir développé cette, enfin, à avoir participé au développement de cette start-up? On est une toute petite équipe. Mhm. Je dis souvent, on a besoin d'être juste les bonnes personnes autour d'une table pour faire des grandes choses. On est une équipe de 5 fondateurs. Je suis la fondatrice et la CEO. Et on a des country managers, donc des personnes qui portent la structure localement. Et donc, c'était pour moi, ce séjour, l'occasion aussi de rencontrer de futurs collaborateurs algériens pour donner et incarner African Puzzle ici sur le territoire. Alors, une occasion vraiment en or, parce que c'est la deuxième édition Kanem Bruri, hein. Il y a eu la première édition avec aussi une forte participation africaine, subsaharienne, et puis la deuxième édition. Je vous laisse commenter cette deuxième édition, Oui. vous l'avez assistée. Oui. Hein. Avant tout, toujours un plaisir d'être avec toi, Abdelmalek, sur le plateau. Et en plus, d'avoir un plateau international. Aujourd'hui, ça fait plus de bien. Comme je disais, je vais continuer sur ma lancée dans les médias en ce moment à être un nationaliste africain et d'être Et avec vous aussi, c'est votre première fois en frères, Algérie? oui, ma première fois en Algérie, moi aussi. Et être avec mes frères et sœurs africains, à se retrouver pour une fois tous ensemble chez nous, entre nous. Et En pour Afrique. une fois, et je disais, je fais un petit offside, mais en disant, malgré tout, c'est la première fois que c'est des Africains qui créent un événement, qui veulent le rendre comme un GITEX ou un CES ou un Vivatech, fait par les Africains pour les Africains. Alors à chaque fois, on me dit oui, mais international. Je dis oui, ok, mais laissons-lui ce goût d'être un produit africain pour les Africains. Après, on élargira au fur et à mesure et soyons fiers de ce que nous essayons de faire, c'est de construire une Afrique unie. Différentes et multiples, mais unies. Et peut-être, ce que je disais encore une fois, c'est les start-upers avec leur audace, leur force à casser des barrières, des limites, repousser les limites, à être disruptifs, de peut-être mettre au pied du mur les nations africaines et de devoir légiférer, donner de nouvelles contextes, de nouvelles politiques qui vont permettre à tout Africain qu'il se doit de se déplacer dans tout le continent et de nous permettre de créer de la richesse tous ensemble et de se sentir africain. C'est très important. Les crises économiques et politiques que nous vivons sur la planète, it sounds très économique, Ah oui. mais c'est une réalité. C'est-à-dire que plus c'est dur, plus on se renferme. On se recofie sur nous-mêmes et le nationalisme s'accentue dans chaque pays. Et du coup, créer une unité sur un continent devient très dur. Et à partir de là, c'est-à-dire qu'il y a des ouvertures des moments que nous devons profiter, sur lesquels nous devons surfer, pour créer cette unité. Et bien évidemment, peut-être on en parlera. Et cet événement est une occasion. Voilà, Alors, et voilà, justement, c'est une ouverture. Alors, c'est peut-être alors, restant humble, parce que je pense que les Algériens, on est connus. Mais restant humble, on est très fiers, et je suis fier qu'on arrive à faire ça. Moi, je suis très fier d'un truc, Abdelmak, je vais te raconter. J'ai fait tous les salons de la planète, voilà. Dernièrement, j'étais au GITEX, voilà. Et c'est la première fois que dans un salon à Alger, je rentre dans le salon, genre le matin, j'arrive en costume, on était en plus en costume cravate, là, c'est le dernier jour. Et une jeune étudiante qui sont dans les organisateurs, c'est dans les clubs estudiantins, me dit « Good morning, sir ». Je dis « Salam alaikum ». Elle arrive. Mais c'est vrai, c'est vrai. Il faut aussi dire à notre cher téléspectateur que durant cet événement, on a vu, il y a presque tout le continent qui est là. Hein. C'est une forte participation. Hein. Et ça fait du bien. Oui. Et ça fait du bien parce que d'un seul coup, on ne sait plus d'où tu viens, qui. On sait qu'on est africain, ok, ça marche. Ça veut dire que finalement, c'est une réussite cet événement. Du coup, il y a ce message. Il y a cette dimension continentale qui est là. C'est en train de se construire. Je ne dis pas que nous espérons que ce moment de rencontre sera parmi les moments forts du continent de la start-up. Allez, continent, nous on n'est pas de nation, start-up continent. Mais c'est vrai, il n'y a pas de conférence continentale. Hein. Mais en fait, il y a une seule, c'est Alger. L'idée, c'est créons des jaloux sur le continent et faisons nos propres événements. Il n'y a pas de mal à qu'on en ait d'autres dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, dans l'est. Et ça nous fait nous déplacer tous ensemble. Oui, je te laisse la parole. Allez, vas-y. C'est moi, je ne sais pas pourquoi je coupe la parole. Non, vas-y. C'est parce que tu as
parler de création de richesse. Et en fait, quand on ne sait pas qui est qui fait quoi et qui vit où, on ne peut pas créer de la richesse. C'est pas entre, comme tu disais, rester entre Camerounais, entre Algériens. Non, des événements comme ceux-là permettent de nous identifier les uns les autres, permettent de créer des business, des synergies, des mutualisations les uns les autres, de partager les coûts. Justement, et c'est ce qui renforce ce qu'on appelle les échanges intra-africains. Exactement, exactement. Aujourd'hui, on a, voilà, nous levons la tête, il y a cette souveraineté, ou en tout cas ce nouveau poids, cette multipolarité incarnée par les BRICS, par exemple. Et nous, je pense que personne de la tech, on doit apporter cette dimension digitale qui vient sous-tendre la connexion entre nos écosystèmes. J'ai rencontré lors de cet événement un monsieur, Raphaël Muzuik, qui est au Bénin, je crois. Béninois. Oui, il me semble, j'espère ne pas me tromper, et qui travaille donc dans le digital pour le ministère. Et il disait, mais Bams, si nos gouvernements, par région, par pays frontalier, mettaient l'argent en commun sur la table, et on construit des data centers dans chaque pays, et chaque pays, en fait, sauvegarde ses data dans le pays voisin. On coupe les coûts. Et aujourd'hui, la data, c'est le présent et c'est l'avenir aussi. Exactement, et c'est notre nouveau pétrole. Et l'information, qui est maître de l'information, peut piloter, peut mettre en place des mesures. C'est une question de souveraineté aussi. Exactement. Et nous, par exemple, African Puzzle, c'est vraiment impératif de servir nos populations, et tout en étant au service de nos États. Parce que nous, ce que nous voulons, c'est faciliter la création de richesses. C'est pour ça qu'on s'attaque au secteur informel, qui est notre majorité, c'est eux nos héros. Ce sont nous qui portons à bras l'économie africaine. Et donc, si demain, toutes ces personnes non observées, de l'économie non observée, oui. Voilà, deviennent, grâce à une solution comme African Puzzle, voilà, appréhendables, qu'on peut les qualifier, qu'on peut les trouver, parce que les gens, souvent, vous savez, moi je viens de la diaspora, et même il y a aussi ce discours en Afrique locale de « Ah, nos gouvernements, nos présidents ceci, nos présidents cela ». Je fais « Mais est-ce que nos États sont riches ?» Non, mais il y a un moment où il faut ramener, si on ne cotise pas… Riche il faut pas se tromper aussi, hein, Babs. Oui, l'Afrique, c'est un continent qui regorge de ressources naturelles. Le Bien continent, sûr. il est riche. Bien sûr. Et le continent aussi regorge de ce qu'on appelle les ressources humaines. Hein. Bien sûr. Tu parles de richesse en termes de capital. En termes de capital. Pas de richesse, Maintenant, en termes de comment exploiter, Bien sûr. maintenant, comment exploiter Bien sûr. cette richesse? Bien sûr, mais Ça, c'est une autre question. Bien Et sûr. dire que non, par exemple, les pays africains, ils ne sont pas riches, ça, c'est faux. Par exemple… écoutez, quand on est l'Afrique francophone subsaharienne, excusez-moi, quand on est pieds et mains liés, quand il y a les accords de défense, quand il y a un appel d'offres gouvernemental et que ce sont les pays de l'Ouest qui sont prioritaires, excusez-moi, comment des entrepreneurs locaux peuvent se développer et créer de la richesse. Voilà, il y a une réalité de laquelle on sort. Moi, je suis très fière pour ça d'être camerounaise. Hein. On a un président qui fait de grandes choses pour construire notre souveraineté, mais ça n'empêche que c'est à nous, population, de créer notre richesse. La richesse dont je parlais, c'est si 80% de notre économie est non observée, dit informelle. Ça veut dire quoi? Qu'elle ne cotise pas. Si on ne cotise pas, comment on fait les routes? Comment on fait les hôpitaux? Comment on fait l'école pour tout le monde? Alors oui, vous, en Algérie, vous avez peut-être un stade de développement au-dessus de la majorité des pays subsahariens, mais nous sommes un continent et on doit avancer ensemble. Et donc, en tout cas, nous, African Puzzle, c'est à cet endroit-là qu'on se positionne. Et moi, dans cette conférence, je me suis sentie à ma place parce que j'ai découvert des personnes qui, voilà, cette Afrique d'aujourd'hui qui construit, qui n'a pas peur, qui malgré le non-soutien financier, charbonne, transpire, parce qu'on inscrit et on construit notre histoire. Et de se sentir porté dans un tel écosystème, c'est merveilleux quand on est entrepreneur.
Karim Bouri, vous êtes d'accord avec les 10 Non, ans de Bams? ce que dit Bams, si je peux me permettre de t'appeler comme ça, Bien par ton sûr. prénom, on va s'appeler pas les prénoms ce soir. Ce qu'elle dit, c'est très important. Je pense qu'une part. Je t'ai dit, je vais continuer sur ma lancée d'unification Du du pan- continent. ouais, Oui, je vais panafricanisme. continuer. C'est en fait, on est tous unis sur le continent très simplement. Déjà, on est un continent très jeune. Et quand tu es jeune, je pense que quand tu es jeune, tu n'as pas envie de. C'est ce que je voulais dire, Voilà. justement. Alors, C'est cette ressource humaine que alors, j'essaie de ce que- démontrer, de mettre sous En fait, on en est lumière. riche par notre capital. J'ai compris, je pense que tout le monde a compris, et le sait. C'est nous qui avons permis à l'Europe, à l'Occident d'être ce qu'il est. Voilà, je pense que tout le monde le sait. Voilà. Mais ces richesses aujourd'hui nécessitent que tu aies du capital, de la trésorerie, si tu préfères que je vais l'appeler comme ça, du cash flow. Voilà. Et aujourd'hui, transformer, regarde, aujourd'hui, nous en Algérie, on a le grand projet qui vient d'être réinitié et lancé enfin par le président de la République, Raj Bilet, du fer. Ouais. Mais il va falloir de l'argent et du temps pour lancer ce. Si toi, tu n'avais pas ce capital de départ, tu ne peux pas lancer cette outil. Et ce que disait Bams, Exactement. nous, les Algériens, on a la chance, comme les Nigériens, d'avoir du pétrole, du gaz qui alimente les. Mais aujourd'hui, notre défi, et Une je pense souveraineté. que voilà, c'est clair, je pense qu'au plus haut point de l'État, et tout le monde le dit, il faut qu'on se détache des hydrocarbures le plus vite Oui, possible de notre économie. Diversifier Parce notre que, économie, hein. voilà. Et deuxièmement, C'est il faut l'enjeu maintenant. qu'on soit autonome et qu'on se tourne vers notre continent. Moi, je trouve que parfois c'est maladroit parce qu'on se tourne en disant c'est un marché, c'est un marché. Mais d'abord, c'est nous. On se tourne en disant mais on a oublié qu'on était connectés au continent. Reconnectons-nous déjà entre nous. On va appeler ça redéploiement. Oui, Redéploiement je parle sur pas la de- scène et continentale. Là, je parle au niveau des peuples, c'est-à-dire Oui. que je suis même plus au niveau des gouvernements. C'est-à-dire, nous, les peuples, on doit se reconnecter, nous, les uns aux autres. Il y a eu des personnalités sur le continent qui ont été. Il y a des personnes qui sont respectées sur tout le continent. Quand tu te dis Mandela, je pense que ça va. Je pense pas qu'il soit critiqué un peu partout sur le continent. Voilà, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même, on a quelques personnes sur le continent qui sont sorties de quelques pays africains où on est presque tous d'accord à dire quand ils parlent, on dit oui. Donc le continent a réussi à produire des personnalités comme ça. Mais bon, nous pardonnons pas dans les méandres de cette discussion, mais ce que je veux dire, regarde ce que tu fais par ta start-up, c'est génial. Tout le continent fait face à l'informel. Ça, c'est une réalité. Et heureusement, on a l'informel. Parce qu'il fait vivre des dizaines et des milliers, si ce n'est des centaines de millions de personnes sur le continent. Donc, heureusement, il y a eu cet informel qui a repris le relais. Parce qu'à certains moments, l'État n'arrive plus. Quand l'État n'arrive pas à te... Alors, c'est comme tu disais, nous, l'Algérie est très avancée sur les services publics. On a eu beaucoup de chance parce qu'on a investi dans ça. On a eu la chance d'avoir le pétrole, comme je disais. Et il y a eu des Algériens qui ont investi dans ça. Pour nous, on ne se pose pas la question est-ce qu'on a un hôpital. On parle de la qualité du soin. Ouais. En Afrique, dans beaucoup de villes, il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas. C'est pas. La route, toi, tu te plains qu'on ne répare pas la route. Il n'y a pas de route. On est à des niveaux différents. Donc, il faut qu'on prenne conscience de ça. Mais en même temps, on ne peut pas dire, bon, c'est fait, on arrête, on ne fait plus. Et l'économie de l'informatique, comme tu disais, c'est génial. Si ça représente le tout, il faut qu'on la fasse rentrer avec nous pour qu'elle puisse cotiser, parce que c'est pour son bien. Et les études, ce qu'on disait en off, j'y arrivais tout à l'heure, on a commencé, mais les études en Algérie qu'on a faites ont démontré que pour quelqu'un travailler aujourd'hui, un jeune en Algérie est capable de se faire, une fois qu'il a la vingtaine passée, qui ne travaille pas de son diplôme, qui n'est pas forcément diplômé aussi, ils utilisent le terme naviguer. Je navigue. Ouais. Ils disent à l'argot naviguer, je navigue. Ouais. Pour dire, je fais un truc, aujourd'hui je fais un gauche, à droite, et il VTC, s'en demain sort. je fais de Oui, la paix. il s'en sort. Mais le problème, c'est pas, il s'en sort. Tu lui dis, mais à la fin du mois, tu es capable d'avoir combien dans la poche? Il va te dire entre 30 000 et 40 000 dinars. Ça, Ce qui c'est est moyen. énorme. Oui. C'est-à-dire que c'est presque 2 fois le SNMG, le salaire minimum. Mais parce que ça a changé. Avant, ce n'était pas le cas. Alors, Karim attends. Brouli. Alors, 30 ans en non. arrière, ce n'était pas le cas. Avant, tu les appelais les trabandistes, Oui, mais maintenant, c'est les services. Non, alors le service existe, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est une réalité. Je pense même le président de la République c'est la tertiarisation de l'économie, c'est les services qui ont pris le dessus maintenant. Mais les services dans l'informel. C'est ce que je veux dire.
Aujourd'hui, nous ne cachons plus le soleil avec un tamis, comme on dit en arabe. Exactement. Et notre problème, c'est le problème du continent. Si nous, on arrive à trouver une solution, ça va être la solution aussi pour le continent, pas que pour nous. Si ça peut, alors je vais être peut-être un peu égoïste, mais si c'est des entreprises algériennes qui vont réussir à monétiser ça, bah, ils vont gagner de l'argent sur le continent, mais ça réglera quand même un problème. Parce que, regarde, chez nous, on a une start-up du VTC qui a fait en sorte qu'elle devienne très connue. Et cette start-up du VTC a fait en sorte qu'il y ait une modification réglementaire, qu'elle a poussé une modification réglementaire. Aujourd'hui, les drivers du VTC cotisent 5% de taux de ce qu'on appelle l'IFU, l'impôt forfaitaire unique. Ça fait rentrer 5% d'impôt, où on n'en rentrait rien du tout. Voilà. Donc, c'est ça la logique. Et ce que tu fais, ben, ça va contribuer. Et pour les gens aujourd'hui, travailler, c'est pas juste gagner de l'argent. Il y a le côté de stabilité qui existe toujours, bien évidemment, mais aussi c'est cotiser. La sécurité sociale. Et aujourd'hui, la mécanique existe pour payer tes impôts, mais la cotisation, on ne l'a pas encore. Et nous, en Algérie, on vient de créer le statut de l'auto-entrepreneur. Et on vient de lui donner des spécificités, que ce soit en termes de coûts très bas de cotisation, mais de coûts très bas aussi d'impôts. Mais c'est bon, tu as commencé le game. C'est-à-dire on t'éduque à payer de l'impôt, on t'éduque à cotiser pour ta sécurité sociale et la sécurité de tes aînés, parce que c'est ça la logique. Mais demain, tu vas devenir un grand patron, ça ne te fait pas peur. Tu sais comment le calculer, ça y est, c'est fini. Et les technologies comme la tienne éduquent. C'est surtout une éducation à ne pas. Parce que les gens, ils ont peur des impôts, parce qu'ils croient que ça va prendre toute l'argent, mais ils ne savent pas calculer, c'est tout. Est-ce que ça apporte Exactement. Oui, ben, Non, c'était tout. donc, autre chose, hein, vu que je veux bien qu'on parle de l'événement. Aujourd'hui, on est on est les meilleurs. Nous, les Africains, on est les meilleurs aujourd'hui. Ça, c'est bien. Et l'Afrique aux Africains, comme l'a si bien dit un roi algérien, Massinissa. Voilà. Oui. Alors, justement, revenons à l'événement. Alors, à l'ouverture, il y avait le discours du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lu par le Premier ministre en son nom. Alors, dans ce discours, le président était très ferme, très clair. L'Algérie peut apporter son aide, sa contribution au continent africain dans le secteur des startups. Ouais. De par son expérience, est-ce que vous avez senti en venant ici, en Algérie, peut-être en parlant avec des jeunes Algériens, que véritablement les jeunes Algériens sont intéressés par les startups? C'est une évidence. Et une fois de plus, je le redis, derrière un développement économique, il y a une idéologie. Ici, elle est forte, elle est concrète. Réunir tout cet écosystème, mettre des moyens à disposition, de faire rencontrer les acteurs qui font vivre cet écosystème, c'est le début de notre aventure digitale. Une fois de plus, nommer un ministre des startups, ça montre bien qu'on passe à l'action. Je sais que le président algérien, en février dernier, a voté un énorme budget pour soutenir le développement économique et la création de richesses. Oui. Moi, quand je vois ça et que je reçois l'invitation d'African Startup Conference, je me dis, voilà, ils ont compris African Puzzle, ils savent que notre place est importante. Nous sommes actuellement en levée de fonds. Le nombre d'investisseurs que j'ai pu rencontrer ici et des investisseurs algériens qui aujourd'hui savent que... Je vais vous donner un exemple. Notion, c'est une solution de gestion de projet, comme African Puzzle l'est. Notion, en 2018, il lève 10 millions d'euros. C'est ce qu'on veut lever actuellement. C'est votre objectif? Oui. Un an après, ils sont valorisés à plus d'1 milliard. Notion, le marché des utilisateurs de Notion, ça doit être un tiers de notre marché. 2050, une personne sur 4 dans le monde sera africaine. 2100, c'est les enfants de nos enfants. Une personne sur 3 dans le monde sera africaine. Donc il y a une urgence à penser le digital comme un vrai levier de croissance. Donc on peut dire que l'Afrique a raté peut-être le tournant de l'industrie. Elle se doit maintenant de ne pas rater le tournant du digital. Alors, on ne l'a pas raté. Ouais. On nous l'a fait rater. Oui. C'est différent. Et on se rattrape très bien. C'est-à-dire que l'industrie lourde... Je ne dis pas le contraire. Alors l'industrie lourde, il fallait avoir accès à la technologie.
comment veux-tu avoir l'accès à la technologie quand tu n'as pas accès à la liberté? Donc, c'est bon, voilà. Et deuxième étape, quand je te vends de la technologie, forcément, c'est de bonne guerre. Oui. Je ne peux pas te donner. C'est comme si moi je suis BMW, tu me demandes de te vendre BMW. Moi, je te vends une voiture, mec. Après, tu veux faire une usine, je te vends comment installer l'usine, comment la faire tourner. Mais le cœur, c'est normal, c'est mon fond de business. Mais le digital. Le digital est venu avec des fondamentaux, une idéologie faite par les white hackers qui ont cru en l'open source et ça a cassé ces boundaries. Et deuxième étape, l'informel. Regarde, moi je donne toujours cet exemple en Algérie et moi j'enseigne et vu maintenant mon âge, quand je parle avec les jeunes, ils connaissent même pas ce que c'est Matrix. et je dis, vous ne savez pas ce que c'est acheter de la musique. Toi qui es musicienne, ils ne savent pas ce qu'est acheter de la musique. Pour lui, il ne comprend pas ce que ça veut dire acheter de la musique. Il ne comprend pas ce que ça veut dire acheter un logiciel. Il ne comprend pas. Moi, j'ai grandi, il fallait acheter une cassette, un CD si tu voulais avoir accès à ton artiste préféré ou ton artiste. Eux, donc, ils sont dans une démarche totalement différente de mindset. Et en plus, eux, ils ont grandi avec tu n'achètes pas de logiciel, tu as accès à tout. Donc, je suis indépendant. Il n'y a pas cette dépendance à quelqu'un. C'est-à-dire que la matière noble du développement du digital est accessible à tout le monde. Et c'est des mathématiques. Et donc, du coup, aujourd'hui, nous, les Africains, on est bons en maths. Ils veulent ou ils ne veulent pas. On est des teignes, c'est-à-dire qu'on a envie d'apprendre. Et troisièmement, on a accès à ça. Donc ça nous permet aujourd'hui, c'est la première fois que le continent a accès à une technologie de pointe qui est libre d'accès. Mais bien évidemment, business is business, c'est-à-dire qu'il faut aller vite. Oui. C'est-à-dire que tu peux pas, c'est pas parce que tu as accès que, les chaînes de valeur globale internationales, si tu ne te positionnes pas, je disais ça hier sur un plateau, je disais attention, l'Afrique, comme tu le disais, tout le monde le comprend. On sera une personne sur trois sur la planète sera africaine, donc tu vas devenir le marché de la planète. Bien sûr. L'Afrique, c'est le présent et c'est le futur voilà, aussi. Hein. Tous les grands de la planète voudront vendre, commercialiser. C'est quand tu entends les grands… Mais ça, c'est visible, Karim Brouli. Quand on voit ces opérations de séduction menées par l'Occident, menées par des puissances économiques, par exemple la Chine, la Russie, les États-Unis, l'Allemagne, hein, qui essaient de venir en Afrique pour investir largement, on comprend la valeur du continent africain, on comprend que l'Afrique, finalement, comme je viens de le dire, c'est le présent et c'est le futur aussi. Mais alors, ce que j'essaie de dire, c'est que là, faisons attention, ne faisons pas de bêtises diplomatiques. Nous avons des pays amis qui peuvent participer au développement du continent. Voilà, c'est des pays amis pour nous. Surtout nous, les Algériens, qui ont une longue histoire avant la Révolution avec certains pays. Mais encore une fois, il ne faut pas que… Ceritus paribus, comme disent les économistes, toute chose par ailleurs est égale, doucement. Tu ne peux pas taper comme ça dans l'échiquier et vouloir tout refaire, doucement. Un, il faut qu'on se retrouve. Deux, très important. Comme on n'est pas connecté, on oublie. Sur le continent, on est très différent. Puzzle, African voilà. puzzle. Et donc, du coup, quand tu es différent, il faut d'abord se retrouver pour comprendre qu'on est différent, mais on est unis. Donc, je donnais un exemple. J'étais dans le jury du AI for Good. Et je m'occupais, j'avais la chance d'évaluer les jeunes start-upers et start-upeuses du West Africa. Un très magnifique projet, très belle app et tout ça, dans le don du sang nigérienne. Problème, c'est qu'il, dans son business model, il gagne de l'argent. Et moi, éthiquement, j'ai eu une frilosité en disant « Ouais, mais c'est quand même du don du sang. » Alors, ça c'est humain, je pense que beaucoup on peut ressentir ça. Et en plus, moi je suis musulman. Ouais. Donc forcément, il y a une surcouche dans mon bâti, mon moi. Donc il fait que je me comporte différemment. Oui. Je croise un start-upper algérien qui fait la même chose, mais il me dit, moi, je n'ai pas trouvé de business model. Et du coup, je n'arrive pas à rendre ça sustainable économiquement parlant.
je peux pas le rendre. Il me dit, j'ai quand même 15 000 personnes déjà dans l'app, ça tourne, mais pas sustainable. Je lui dis, écoute, j'ai croisé, ils sont là, viens. Alors, un, il est chrétien, ou je suis même pas sûr, ouais, mais je crois qu'il est chrétien. L'autre est musulman, mais ils règlent le même problème. Et au bout de, je crois, 30 minutes de débat, ils ont développé un business model qui fonctionnerait dans les deux pays avec une dimension Génial. musulmane, basée sur l'ihsan, la notion que nous avons Donc il dans faudrait l'islam. s'adapter, tout simplement. Mais le plus important, c'est qu'il vient de développer un business model Ouais. qui est capable de fonctionner sur tout le continent et qui est capable de fonctionner avec 1,5 milliard de musulmans. C'est ça la force de travailler tous ensemble et d'avoir ce métissage. C'est qu'on doit, c'est comme une grande tribu. La tribu est au-dessus de tout. Parce que la tribu, si tu te détaches de ta tribu, tu ne peux pas vivre tout seul dans le désert. Alors, C'est simple. je sais, cette première partie arrive bientôt à sa fin. J'aimerais qu'on termine avec Mbams. Alors, une question, Mbams, est-ce que c'est facile de développer une start-up au Cameroun, au Ghana, au Tchad? Vous avez peut-être une chance de développer votre start-up en Europe, mais est-ce que c'est facile, par exemple en Afrique subsaharienne? Dieu est aux commandes. Et quand on est dans le sang. Pourtant, c'est la vie qui est donnée. On veut apprendre à marcher, on va d'abord ramper, on va d'abord essayer de se tenir, tomber. Donc moi déjà, j'ai cette philosophie de vie, de prendre les choses avec beaucoup d'humilité et beaucoup de distance. Et j'aimerais que quand on se juge, on s'évalue, on se juge au regard de notre histoire. Ça fait à peine 70 ans que nous sommes pseudo-indépendants. Donc, dans ce contexte, oui, on avance comme on peut. Mais aujourd'hui, notre génération, on a un secteur privé fort. La génération de nos parents, ceux qui avaient de l'argent, c'était les gens qui venaient du monde politique. Aujourd'hui, il y a des acteurs privés forts. Et donc aujourd'hui, plus que de savoir si c'est dur, pas dur, tout est dur dans la vie. Rien ne se fait comme ça. Par contre, aujourd'hui, ce que je pense, et c'est pour ça que j'ai aimé cet événement, c'est qu'il a réuni des financiers, des investisseurs, des mondes du secteur privé capables d'investir et de soutenir les startups. Et aujourd'hui, je pense qu'on est le continent, le lieu du monde où la classe moyenne croît le plus. Notre indice de croissance est 3 fois celui des pays du Nord. C'est une réalité. Alors oui, on part de bas, mais nous, on croit. Donc, dans cette idéologie, il faut amener notre classe moyenne, parce qu'on peut agir avec un petit peu, à soutenir les start-upers, à soutenir l'innovation. Pourquoi? Parce que, je le rappelle, je le redis, derrière les Google, Facebook, etc., qui sont valorisés à 1000 et quelques milliards aujourd'hui, au départ, il y a près de 50 ans d'investissement, l'armée, la CIA, le gouvernement. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, non mais c'est une réalité, ils n'ont pas commencé dans une cave. Et donc aujourd'hui, je pense que nos populations peuvent soutenir, il y a plein de formes d'investissement qui permettent l'investissement privé, les business angels, de soutenir l'innovation. Et quand il y aura ça, tout sera plus simple. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on va peut-être développer ou enfin rebooster le secteur des startups en Afrique. Chers téléspectateurs, restez branchés. On termine cette première partie, on lance une publicité, petite pause et puis on reprend. Je tiens aussi à remercier mes invités de la première partie, Mbams, à la tête d'une startup Puzzle African Puzzle, Yeah. c'est ça? African Puzzle, yes. African Puzzle, et Karim Brouri, notre spécialiste des startups. Alors restez branchés, on marque une pause et on revient. L'économie en décryptage.
Chers téléspectateurs, madame, monsieur, rebonsoir. Nous sommes toujours en direct depuis Alger, au Centre international des conférences Abdellatif Rahal, où se tient cette seconde conférence africaine des startups, une forte participation des startups africaines. Et justement, pour parler des startups, j'ai à ma droite le spécialiste des startups, Karim El Ameri, spécialiste des startups et spécialiste aussi des startups en lien avec la médecine. Bien le bonsoir à vous et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Et à ma gauche aussi, j'ai Asma Bouzaïdi, spécialiste, enfin pas spécialiste des startups, on peut dire ça, et à la tête d'un accélérateur en Tunisie, il s'appelle l'accélérateur FAT6. Voilà, Labs, exactement. Vous allez nous parler de cet accélérateur dans un petit moment. J'aimerais qu'on commence déjà par l'événement lui-même. Alors je le disais, c'est la seconde conférence des startups, conférence africaine des startups. Alors est-ce que c'est votre première participation ? Oui, tout à fait. D'accord. Alors vos impressions, on va commencer par les impressions et puis on parlera start-up. Écoutez, déjà sur la forme et l'organisation, je pense que c'est un congrès qui est très réussi, largement réussi, de par sa participation, mais également de par sa dimension continentale. Sa dimension continentale. Et ça aussi, et là sur le fond, la richesse des échanges et la démonstration du savoir-faire africain en matière de start-up est une vraie réussite. Et je pense qu'on peut même aller plus loin. C'est une démonstration, une vraie démonstration que l'Afrique est en capacité, en très large capacité, d'innover et de mettre en place des dispositifs innovants d'accueil, de coordination et de promotion de l'innovation technologique. Et donc puis autre chose aussi, c'est la première conférence de ce genre en Afrique, des startups. Absolument, ouais. Absolument. Donc c'est vraiment... Je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas eu de conférence sur les startups, non, jamais en Afrique. Tout à fait. Et ce qui est aussi à mettre au crédit de l'organisation, c'est que c'est un congrès, effectivement, start-up africaine, fait par l'Afrique, et organisé par des Africains sur le territoire africain et pour les Africains. C'est une vraie performance. Il faut le saluer. Et je pense que les organisateurs et la capitale ont été au rendez-vous de ce grand rassemblement pour pouvoir promouvoir la technologie et le futur entre guillemets, des relations que les usagers vont avoir avec les entreprises, entre autres. Voilà. Alors, je me tourne vers vous, Asma Bouzaïdi. Alors, je le disais, vous êtes à la tête d'un accélérateur aussi. C'est votre première participation en Algérie ? Oui, parfaitement. Donc, c'est ma première venue en Algérie déjà pour commencer et c'est ma première participation dans cette conférence. Donc oui, je rejoins ce qu'a dit. Tout à fait d'accord avec c'est une réussite parce que on a besoin d'avoir ce type de conférence et ce type d'événement d'envergure dans notre continent. Parce que généralement, on se tourne vers l'Europe, vers d'autres continents pour avoir une vue sur notre propre continent. Donc on devrait donc c'est une mise en valeur de notre potentiel. C'est bien d'avoir des événements où on peut créer des ponts, créer des relations entre nos différents pays. Et est-ce qu'on peut dire que Alger, c'est le point de départ des startups en Afrique ? Oui, j'espère bien que cette conférence-là pourra être renouvelée à chaque fois dans un nouveau pays. Ce serait une bonne idée aussi. Donc, et comme ça, de laisser les possibilités ouvertes pour mettre en place vraiment des relations de travail, de marché, de collaboration, d'investissement entre nous, de partenariat entre nous. Exactement. Alors, parce que l'Économe, c'est une émission qui retrace l'actualité de la semaine. L'actualité d'hier, c'était la réunion ministérielle du secteur des startups, enfin les ministres du secteur. Et dans cette réunion, il y avait un avant-projet qui a été adopté, l'avant-projet pour la lutte contre la fuite des cerveaux en Afrique. C'est véritablement un phénomène qui touche sévèrement notre continent africain. C'est-à-dire l'Afrique est un continent très riche de par ses ressources humaines et ses ressources naturelles, mais un problème se pose, un fléau, c'est la fuite des cerveaux. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Complètement. Alors c'est plus ce qu'on appelle une externalité négative, c'est un fléau dans le sens où chaque pays africain consacre un budget assez important dans l'éducation
de sa population et voir ensuite cette intelligentsia aller vers d'autres pays pour effectivement la mettre au service d'autres pays, pour moi, il s'agit d'un vrai sujet à poser, à réfléchir pour y mettre fin. Car on l'a vu, la fuite de ces cerveaux n'est pas en soi la panacée. Beaucoup reviennent au pays, mais reviennent tardivement. Et d'autres, malheureusement, par la force des choses, etc., sont amenés à rester dans ces pays. Donc je considère qu'effectivement, c'est un sujet prioritaire qu'il faut travailler intelligemment. Et ce type de congrès peut effectivement contribuer à trouver une solution. Absolument. Vous n'êtes pas d'accord, Asma ? Oui, la fuite des cerveaux, c'est vraiment un problème, un grand problème. Pas que pour nos économies, mais pour nos startups. Là, cet événement-là, c'est une occasion pour parler des startups. Vous l'avez dit avant, mais pourquoi fuir en Europe, pourquoi fuir en Amérique, alors qu'on a notre continent, hein. Et c'est une problématique que les startups même vivent, puisqu'ils ne peuvent pas trouver des ingénieurs en informatique, des développeurs, etc. Ça devient des ressources rares et des ressources chères. Si elles sont là, c'est des ressources chères. Et pour une petite structure qu'est une start-up, c'est difficile pour eux de recruter des ressources aussi chères pour eux. Donc du coup, ils se retrouvent vraiment dans une, je n'ai pas envie de dire crise, mais c'est une vraie problématique, en tout cas pour les start-up tunisiennes, ça se ressent énormément. Et oui, exactement. Donc du coup, s'il n'y a pas un cofondateur qui est, comme on dit, un tech guy, quelqu'un qui est développeur lui-même, c'est difficile pour une start-up de trouver les bons profils qui vont les aider à évoluer et à progresser rapidement. Donc ils se retrouvent obligés de travailler avec des juniors, avec des stagiaires, avec des étudiants, etc. Et donc ce qu'ils peuvent faire en un an, ils le font sur 3 et 4 ans, ce qui n'est pas très intéressant pour une start-up parce qu'elle est là pour progresser rapidement et pour être scalable rapidement. Exactement. Alors toujours, on va parler toujours de cette réunion ministérielle. Autre document signé, c'est l'accord d'Alger, le second accord d'Alger sur les startups. Karim Lamri, vous l'avez peut-être lu, ce document ? Pas encore, je l'ai parcouru, mon diagonale. Vous l'avez parcouru, alors ça va me permettre peut-être de vous poser cette question. Oui. Un petit commentaire sur cet accord, d'accord ? Peut-être un peu spécial, comparé à l'année passée. Un petit commentaire sur ce qui a été dit sur cet accord, et puis on passe aux startups. Oui, effectivement, c'est un accord qui se veut ancrer durablement et structurellement l'accompagnement de l'État vis-à-vis de ces startups. Et ça, c'est aussi, un signe fort qu'aujourd'hui, le gouvernement algérien est profondément convaincu que son développement économique passera par aussi le développement des startups. C'était dans le message du président de la République lors de l'ouverture. Hein. Absolument. Ouais. Et c'est très, encourageant pour la jeunesse, parce qu'en règle générale, quand on dit startup, il n'y a pas que des jeunes, mais souvent de la jeunesse. Donc c'est très encourageant pour la jeunesse, et c'est surtout encourageant pour la question de l'évolution du système économique de l'Algérie, dans le sens où les startups auront besoin d'un assouplissement des règles de fonctionnement économique pour pouvoir se développer. Donc c'est un message, si vous voulez, bidirectionnel, dans le sens où l'État, en s'engageant de la sorte vis-à-vis des startups, il s'engage aussi quelque part à accompagner sur un plan structurel, sur un plan des règles économiques et juridiques, le développement de l'économie du pays. C'est très intéressant. Exactement. Alors, revenons aussi au moyen de financement des startups. En Tunisie, vous êtes, je le disais, vous faites comment chez vous avec l'accélérateur Flat Six Labs. Donc Flat Six Labs, en fait, c'est un accélérateur qui est régional. Oui. Donc, à la base, c'est un accélérateur égyptien. Et par la suite, on a fait une expansion et ils ont ouvert plusieurs bureaux dans la région, que ce soit dans la région MENA d'une façon générale. Donc on est présent dans 7 localités, dans 7 pays. Donc la Tunisie, on est présent en Tunisie depuis 2017. D'accord. Donc, et donc ce qu'on fait, c'est qu'on est un accélérateur, c'est-à-dire on a deux piliers. Donc on travaille sur l'accompagnement des startups, mais aussi sur l'investissement.
Donc on les accompagne et on investit, donc on est actionnaire dans ces startups-là. On leur offre une panoplie de services, donc on les met en relation avec des coachs, des mentors, on les aide à mieux structurer leur business, à travailler sur leur pitch, parce que c'est aussi très important de savoir pitcher pour une start-up. Bien sûr, comment vendre son idée. Comment vendre son idée, comment présenter son projet. On les aide aussi on les introduit également à des investisseurs, parce que notre ticket d'investissement ne leur permet pas non plus de faire, c'est juste un ticket de démarrage. Donc, par la suite, donc c'est une initiation dans le marché, oui. Dans le marché, exactement. Et on les aide jusqu'à ce qu'elles puissent dépasser ce stade-là, parce que nous, on investit dans le early stage, donc dans les tout débuts de vie d'une start-up. Donc dès qu'ils ont un prototype, dès qu'ils ont un MVP, on peut investir dedans. Donc on leur donne un coup de pouce et on les aide à grandir. Donc vous êtes un moyen de financement, mais aussi vous encadrez, vous accompagnez ces startups. C'est très intéressant. Alors ce que vient de dire Asma Bouzaïdi, Karim Lamali, peut-être il y a des startups qui sont peut-être mal accompagnées. Par exemple, Asma vient de le dire, comment pitcher son idée, comment présenter son produit, ça c'est essentiel pour une startup. Tout à fait. Les statistiques sont assez éloquentes dans ce domaine. La plupart des startups qui concrètement ne durent pas plus de 2 ans, c'est qu'elles ont manqué d'accompagnement. Elles ont été mal formées. Exactement, de structuration. Mal accompagnées. C'est tout le défi d'une startup. Une startup, c'est souvent une bonne idée, mais si elle n'est pas, à un moment donné, si elle ne rejoint pas assez rapidement le monde réel, malheureusement, de la structuration du développement économique, avec tout un plan marketing, un plan de développement, un business plan, etc., elle prend trop de risques et elle peut voir son idée, effectivement, se confronter à un échec assez important. Donc il est effectivement très pertinent et judicieux de développer ce type d'accompagnement pour effectivement sécuriser le développement de ces startups et surtout leur donner une capacité à pouvoir s'inscrire sur du moyen long terme. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui des startups, c'est comment, d'une idée assez géniale, d'une énergie qui est assez forte, parce que souvent elles sont portées avec beaucoup d'énergie, mais comment leur donner la capacité à pouvoir s'appuyer sur des vrais leviers juridiques, c'est-à-dire avoir une bonne assise pour pouvoir perdurer et pouvoir aussi avoir après une gestion, on va dire, responsable du développement. Parce que quand ça va vite, parce qu'une startup ça peut décoller très vite, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Donc décoller vite c'est bien, mais il ne faut pas surtout que ça se décolle. Il faut rester sur la bonne orbite. Ah, exactement. Ouais. Exactement. Et donc pour ça, il y a des spécialistes, et voilà, et ça se fait très bien. Il suffit juste qu'à un moment donné, ces startups soient effectivement pris dans un recadré, dans une logique d'accompagnement pour qu'il y ait un développement sécurisé. Et après, justement, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est la suite. Vous voulez lancer ces startups, mais quel est le devenir de ces startups après ? Est-ce qu'il y a un suivi ? Est-ce que vous êtes constamment en contact avec ces startups ou bien ? Bien sûr, puisque nous sommes actionnaires, donc la relation, c'est une relation on va dire de long terme, puisqu'on est là de rester en contact avec justement ces startups. On est là pour 3, 4, 7 ans même, jusqu'à ce qu'on puisse faire notre exit, ce qu'on appelle exit, c'est-à-dire notre sortie, notre vente, la vente de nos actions. Donc entre-temps, pendant ces 5 ans-là, oui, c'est pas juste ou simplement pendant le cycle d'accélération, parce que le cycle d'accélération, il dure 4 mois. Après ces 4 mois-là, c'est bon, ils ont terminé avec le cycle d'accélération en tant que tel. Après, c'est une relation investisseur-startup. Et donc, parce que, oui, pour expliquer mieux ce que c'est que le cycle d'accélération, c'est parce que pendant ces 4 mois, en fait, on a un coworking space. Donc, on a un espace où ils peuvent venir chez nous, dans nos bureaux. Chaque startup, elle a son espace avec ses équipes, et donc ils peuvent travailler chez nous. Donc tout se passe dans nos espaces, donc toutes les mises en relation, tout le pitching, etc., le suivi, parce qu'on les aide aussi à travailler sur leurs KPIs, etc. Donc le suivi avec des KPIs, il se fait avec nos équipes. Donc tout ça, c'est assez intense. Pendant 4 mois, tout ça se fait pendant 4 mois et assez intensément. Donc après ces 4 mois, on organise ce qu'on appelle un Demo Day. Donc le Demo Day, c'est un événement où on invite c'est un parterre où il y a un parterre d'investisseurs, de partenaires, nos propres investisseurs à nous, tous les acteurs de l'écosystème.
Et là, les startups doivent pitcher leur idée et leur projet devant ces invités. Donc voilà. Oui. Donc après ce démodé-là, ça ne veut pas dire que l'accélération est terminée. Mais à ce moment-là, c'est la relation qui est investisseur-startup. Donc c'est à ce moment-là, ils font toujours contact, partie de notre portefeuille et on va toujours les suivre. Donc on fera partie de leur conseil d'administration ou de leur comité de gestion. Et on est là pour les aider, pour voir un peu, on identifie avec eux leurs problématiques, des thématiques, si on peut continuer le support avec des coachs ou des experts qui peuvent les aider et être en one-on-one avec eux, etc. Donc il y a toujours un travail de suivi et d'assistance avec ces startups-là. Toujours, on les introduit également avec des investisseurs pour qu'ils puissent lever d'autres fonds par la suite. Comme j'ai dit, le ticket n'est pas suffisant. Le premier ticket n'est pas suffisant. Donc, à partir du moment où ils peuvent lever de nouveaux tickets, nous aussi, on peut se donner un ticket complémentaire à ces startups-là. D'accord. C'est comme ça qu'elles peuvent assurer on ne veut pas dire leur survie parce que nous, on ne veut pas qu'elles survivent, mais on veut qu'elles réussissent. Exactement. Donc, c'est très important aussi qu'il y ait d'autres maillons de la chaîne dans l'écosystème. Donc, on a besoin d'avoir d'autres investisseurs qui se positionnent dans l'écosystème pour qu'ils puissent donner ou investir dans ces startups-là. Un seul acteur ne peut rien faire parce qu'une start-up, elle a une vie de levée. Elle fait plein de levées dans sa vie. Donc, on ne peut pas assurer l'investissement avec un seul fonds que nous gérons dans toutes ces startups-là. Donc, c'est très important. Vous êtes en Algérie, justement, vous avez peut-être, certainement, côtoyé des start-upers algériens. Est-ce que vous comptez ouvrir un autre accélérateur ici en Algérie ? Alors, on aimerait bien qu'il y ait, on est en train de discuter pour voir un peu les possibilités de collaboration, quels sont les moyens pour nous d'accompagner des startups algériennes. Donc, nous sommes en train de travailler dessus, d'étudier ce point-là justement. Donc, j'espère bien qu'il y aura des possibilités d'accompagnement pour FlatSix Labs en Algérie. Que ce soit des programmes d'accompagnement ou pourquoi pas de l'investissement. Surtout que nous sommes en train aussi de travailler sur de lever un fonds régional, donc un fonds africain, panafricain. Et donc là, à ce moment-là, avec ce fonds-là, on pourra investir en Afrique d'une façon générale, donc le Nord-Afrique, Est et Ouest. Et qui dit Nord-Afrique, bien sûr, c'est l'Algérie, c'est un grand acteur de l'Afrique du Nord. Donc nous pourrons être capables d'investir par notre fonds panafricain en Algérie, Inch'Allah. Karim Lamli, c'est vrai que le financement a durant longtemps été le problème sempiternel des startups. Tout à fait. Comment financer des startups ? Tout à fait. Cette question du financement est une question essentielle. Essentielle parce qu'elle est au cœur du développement. Et c'est une forme de pari, une forme de pari mutuel pour pouvoir effectivement miser sur ces startups et ensuite après avoir ce qu'on appelle un retour sur investissement. Donc aujourd'hui, pour moi, avec le recul que j'ai, l'argent est bien présent. Il y a de l'argent, il y a des fonds. Il y a des fonds. C'est pas le sujet n'est pas de dire que les fonds sont difficiles à trouver. C'est plutôt d'avoir cette capacité à structurer ces fonds pour pouvoir effectivement les injecter sur des startups en devenir et dans un process, on va dire, dit entendable. Il ne faut pas que ce soit des usines à gaz, entre guillemets, pour que ça ne freine pas justement l'apport dans ces startups. Donc la question du financement, elle est essentielle. Et pour moi, elle n'est pas un frein essentiel, elle n'est pas un problème. Il y a besoin aujourd'hui d'aller plus loin en matière de création de fonds régionaux, de fonds nationaux et de fonds même presque internationaux pour pouvoir effectivement avoir une capacité une force de frappe dans ces startups pour pouvoir les faire décoller assez rapidement. Donc des acteurs comme Madame sont essentiels et il faudrait, excusez-moi, mais il faudrait même les développer et avoir les mêmes en Algérie, etc. pour qu'il y ait aussi cette émulsion entre plusieurs justement accélérateurs de startups. Donc il y a des fonds, il faut savoir les mobiliser et surtout les structurer. Exactement. Voilà. Peut-être pour répondre. Oui, et puis aussi, pour rebondir. Donc il y a le besoin en investissement, donc le besoin d'avoir des fonds qui investissent dans nos marchés, parce qu'il y a de l'argent, comme vous dites.
Il y a de l'argent aussi Ouais. dans la région, dans le GCC, etc. Mais est-ce qu'ils viennent investir chez nous? Pas forcément, mais c'est parce que c'est à nous aussi de faire notre marketing. Bien sûr. C'est aussi de nous dire, voilà, on existe, on est là, on est sur la carte, et on a des opportunités intéressantes, on a du potentiel dans nos marchés, venez voir chez nous qu'est-ce qui se passe. Donc Exactement. ils ne vont pas venir eux-mêmes, mais on a besoin de taper sur leur porte et de leur dire, venez voir ce qui se passe et peut-être que ça vous intéresserait. peut-être Et aussi c'est ce qui ce s'est genre passé, de- même oui. dans notre portefeuille de start-up. Exactement. Et peut-être aussi que ce genre d'événement, ce genre de rencontre, ça permet aussi à ces startups-là d'élargir leur portefeuille client, d'élargir leur réseau. Ça permet aussi de faire découvrir leurs produits, non? Assurément. Donc c'est une occasion, non? Ah bah, Ce genre de rencontre. je pense qu'il n'y a pas mieux comme événement de grande ampleur pour pouvoir effectivement aider les start-upers à commencer à créer des synergies. Parce que cet événement, je tiens à rappeler, va permettre d'éventuellement mettre en connexion avec des financeurs, mais aussi, on l'a vu autour de certains stands, d'avoir ces ressources pédagogiques, ces ressources, on va dire, d'aide au développement, pour pouvoir effectivement aller plus loin. Donc c'est effectivement ce type de congrès, ce type de conférence est essentiel pour pouvoir aller plus loin en matière de développement des startups. Ça, c'est une condition sine qua non, je suis d'accord. Exactement. Et puis, est-ce qu'on peut dire aussi que maintenant, le continent africain peut véritablement rebooster son économie, redynamiser son économie avec les startups? Ou bien il y en a ceux qui vous disent que finalement, non, il faut se pencher vers les industries, l'agriculture, et puis les startups, ça vient après. Donc, est-ce qu'on peut dire que les startups, on se focalise sur les startups, et puis ça va nous permettre de redynamiser notre économie continentale, ou bien les startups, c'est bien, mais on laisse ça après? Même si je travaille dans les startups, pour moi, tout se fait en parallèle. On n'a Oui. pas besoin de faire des priorités start-up avant l'agriculture. Non, pour moi, on doit s'occuper de notre agriculture, de notre industrie, mais aussi de nos startups. Les startups travaillent. Il y a des agritech, ils travaillent avec les agriculteurs, ils travaillent avec les industries. Donc ça permet d'améliorer l'économie, la productivité, etc. de cette économie classique. Donc l'économie classique, elle doit en fait s'ouvrir à ce que font les startups et les solutions qu'elles proposent pour améliorer leur propre productivité. Donc tout se fait en parallèle. En parallèle et main dans la main. Start-up et industrie classique, pour moi, c'est ensemble. C'est ensemble. qu'on Ça peut travailler en parfaite synergie. Karim Lambi. Ouais. Oui, alors effectivement, les startups sont souvent la capacité. Est-ce une priorité en Afrique ou bien pas encore? Alors, en mon sens, c'est une priorité. C'est une priorité. Le gouvernement algérien l'a rappelé, le Congrès l'a rappelé, donc c'est une priorité. Mais comme ça a été rappelé, c'est un tout. C'est-à-dire qu'une start-up, par définition, va intervenir sur un champ marchand pour pouvoir effectivement fluidifier, accélérer, améliorer les processus d'échange, entre guillemets. Et donc, quelque part, le start-up, ce n'est pas un monde à part. C'est un monde qui est connecté à des entreprises classiques, mais effectivement avec Donc les startups peuvent travailler en parfaite symbiose avec les autres secteurs. Complètement. Et je pense que la démarche là qui est initiée en Afrique, elle est doublement intelligente et intéressante dans le sens où, et c'est là où je pense qu'il y a vraiment une réflexion stratégique qui a été menée et qu'il faut promouvoir, à savoir qu'au lieu d'attendre que l'économie classique puisse faire ce qu'on appellerait un effet rattrapage, on privilégie effectivement le développement du champ classique tout en privilégiant la high-tech. Et ça, pour moi, c'est très intelligent et c'est réconfortant. C'est-à-dire que l'Afrique n'est pas complètement, et pas du tout, je vais dire complètement, c'est faux, mais pas du tout déconnectée avec le reste du monde. Elle a compris l'enjeu de remettre ses process en mode, effectivement, rattrapage, etc., tout en n'abandonnant pas ou tout en ne négligeant pas la question de la high-tech et, par ce biais, des startups, pour pouvoir être raccroché à ce développement mondial. Donc, ce congrès, on l'a vu, est pour moi une grande source d'espérance parce qu'il va effectivement développer ou initier des démarches liées à la high-tech
tout en justement s'appuyant sur le réseau économique existant, qui lui est en train de continuer à se développer. On l'a vu, hein, l'agriculture, etc., etc. Donc c'est lié, mais il ne fallait pas tomber dans le piège de dire ah ben les startups c'est pas pour nous pour l'instant parce qu'on a tellement de choses à faire essentielles, on fera ça plus tard. Ça aurait été l'erreur fatale. L'erreur fatale. On l'a pas fait et c'est bien. Et Dieu merci. Merci énormément Karim El-Amri, merci énormément Asma Bouzaidi pour vos réponses et pour avoir aussi accepté mon invitation. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que s'achève cette émission spéciale de l'Économe en direct d'Alger au Centre international des conférences. Je vous dis à la semaine prochaine et je tiens aussi à remercier l'équipe technique, l'ensemble de l'équipe technique de l'Iqtisadi El-Oula qui m'a accompagné durant cette émission. Merci. Pour comprendre les enjeux économiques. L'économie en décryptage. L'analyse qui fait la une.